Chaque année, la Banque de France reverse aux caisses de l'État quelques milliards. Cette année, c'est quasiment 6 milliards d'euros. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier est un beau économiste et directeur principal de l'OFCE, donc 500 millions d'euros de plus qu'en 2019. Bon, ok, ça d'accord. La question qu'on se pose, c'est à quoi correspond cette somme? Et là, on se dit, c'est quoi? C'est le résultat. On va expliquer comment, mais la Banque de France fait un résultat net et elle reverse donc ça aux caisses de l'État. Et après, on va chercher à comprendre d'où viennent ces 6 milliards d'euros. Voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une banque centrale National. nationale? Ouais. Bon, ça s'appelle un institut d'émission. Ça a le privilège de l'émission de la monnaie et de la régulation de la monnaie. Donc, à ce titre, par l'exercice... Pardon, mais je vous coupe, mais c'est parce qu'on émet des bifetons que pour autant on fait 6 milliards d'euros de bénéfices. On va en parler. Mais en tout cas, à ce titre du privilège d'être l'institut monétaire, la Banque de France réalise un bénéfice. Et si on veut utiliser un vocabulaire qui parle à vos auditeurs, l'actionnaire de la Banque de France, c'est l'État. Et donc, les bénéfices... Après impôt, après provision surtout, que la Banque de France réalise, sont versés à l'État au titre de l'exercice de ce privilège de la monnaie. Donc le privilège de la monnaie, oui, ça fait référence à cette notion très ancienne qui est celle du seigneurage. C'est le terme qu'on emploie pour désigner les gains que l'on a à être l'émetteur de la monnaie. Et donc le seigneurage existe. Oui, ça c'est le temps jadis. Comment aujourd'hui, pardon, mais je comprends son histoire, mais comment aujourd'hui, en termes de comment ça génère de l'activité, comment ça génère des gains? D'où viennent ces gains de la Banque de France pour quand on est mortel qui dit mais je comprends pas. Le premier gain, le plus simple à comprendre, c'est que c'est la Banque de France qui fabrique les billets et qui a le monopole de la fabrication des billets. Okay. Le but de la Banque de France, c'est de mettre en circulation des billets pour que les gens puissent réaliser des transactions. Donc chaque année, il faut augmenter le nombre de billets en circulation, remplacer ceux qui sont usés, mais aussi fabriquer des nouveaux billets qui sont mis en circulation. Mais en quoi ça génère du chiffre d'affaires? Parce que quand vous fabriquez un billet qui coûte 5 centimes à fabriquer et que ce billet a une valeur faciale de 200 €, vous gagnez 199,50 centimes. Ok. C'est une belle somme. Et donc les 6 milliards viennent de là? Non, pas seulement. Alors, aujourd'hui, ils viennent assez peu de là parce que en fait, les billets sont de moins en moins utilisés dans les transactions. Vous utilisez la monnaie électronique, vous faites un emprunt à votre banque. Ce qui n'est pas bon pour la Banque de France. Non, c'est pas bon pour la Banque de France. Mais en tout cas, ça reste quand même. Vous avez vu la Casa de Papel. C'est ça, je veux dire, c'est utiliser la possibilité de fabriquer des billets de la Banque centrale pour réaliser le casse du siècle. Et il y a quand même pas mal de billets qui sont fabriqués chaque année, donc déjà ça représente une certaine somme. Alors ensuite, il y a d'autres sources de revenus. C'est la Banque de France qui dit que j'ai dit une connerie. Voilà. Il y a d'autres sources de revenus pour la Banque centrale, qui en fait ressemblent un petit peu, en particulier depuis qu'il y a des programmes monétaires d'intervention massifs, les quantitative easing, avec différents programmes de rachat. Ce qui se passe, c'est que la Banque centrale achète des actifs. Achète de la dette publique française. De la dette publique, mais aussi des obligations. Mais imaginons, l'État français, donc, pour financer le déficit, émet donc des obligations souveraines, rachetées pour le compte de la Banque centrale européenne par la Banque de France. Et il y a, j'imagine, je le vois venir, peut-être, les intérêts payés qui remontent à la Banque de France. Exactement, même si les taux d'intérêt sont bas, la Banque de France, puisqu'elle a acheté les actifs, elle touche les intérêts, elle touche les dividendes associés aux produits, aux actifs financiers. Et après, elle les reverse à l'État. Ce qui veut dire qu'en fait, cette dette-là ne coûte rien. Il y a une petite étape quand même. Avant, c'est que toutes ces opérations-là servent à faire vivre la Banque de France. Donc tous les frais de la Banque de France, le personnel, les locaux... J'ai vu les chiffres, c'est un peu moins d'1 milliard, c'est ça, non? Oui, c'est quand même une belle somme. Tout ça provient de ce privilège d'émission de la monnaie, donc le rôle de la Banque de France, des recettes qui sont associées, et permet de faire fonctionner la Banque de France. Donc il n'y a pas de budget de la Banque de France, si vous voulez. Le Parlement ne vote pas un budget pour la Banque de France en disant il y a une fraction de l'impôt qui va servir à ça. Et surtout, du coup, le Parlement ne contrôle pas. Puisque vous voyez, quand on vote un budget, généralement, on contrôle son utilisation.
Là, en l'occurrence, Puisqu'elle il y est a une indépendante. autonomie financière de la Banque de France qui lui garantit son indépendance. Mais le gros de l'argent, enfin, c'est vous l'expert, hein, mais le gros de l'argent que touche, entre guillemets, la Banque centrale française, la Banque de France, c'est sur les réserves excédentaires. On en parle souvent des taux de dépôt négatifs, pardon, c'est un peu compliqué, mais quand les banques ont trop de réserves, trop d'argent, elles les placent dans les comptes par sécurité ou pour se faire rémunérer ou pas de la Banque de France, sauf que là, les taux sont négatifs et donc ça leur coûte de l'argent, mais c'est le coût de la sécurité. Exactement. Et Alors, là, ça, oui. Et là, ça fait un paquet d'oseille, quoi. Et là, ça fait pas mal d'argent. Ouais. Donc, ça, c'est un programme qui a été mis en place toujours dans le cadre des mesures de politique monétaire non conventionnelles. Ouais. Donc, qui consistait. Non, normalement, les dépôts réalisés auprès de la Banque de France. Donc, quand une banque souhaite mettre ses réserves Et excédentaires. pourquoi elle fait ça d'ailleurs? Pour le commun des mortels, ça n'a rien d'évident. Alors, parce qu'une banque, c'est un opérateur qui brasse beaucoup d'argent. Donc, normalement, une banque fonctionne sur le marché interbancaire avec une gestion de sa liquidité qui est extrêmement en flux tendu. Et donc, dès qu'elle a besoin de liquidité, elle va emprunter aux autres banques. Ouais. Dès qu'elle a un excès de liquidité, elle prête aux autres banques. Ouais. Alors, il se trouve que quand vous avez peur d'une crise bancaire, vous ne souhaitez pas prêter vos Même excès pour de la liquidité. nuit, comme on appelle ça l'overnight. Même pour la nuit, à une autre banque, parce que vous avez peur que en fait, cette banque fasse faillite et que vous perdiez la somme en question pendant la nuit. Et donc, pour vous protéger de cela, ce que vous faites, c'est que vous préférez mettre votre argent à la Banque centrale, donc, qui vous offre cette possibilité. Et ça coûte plusieurs milliards chaque année aux banques françaises. Et alors, par ailleurs, la Banque centrale fait une autre chose, c'est que non seulement il y a ses réserves excédentaires, mais il y a aussi les accès à la liquidité. C'est-à-dire que la contrepartie, c'est que les banques qui ont besoin pour la nuit de financement vont aller les demander à la banque centrale et ils vont payer un taux d'intérêt sur ces sommes empruntées. Alors, en temps normal, vous voyez, les banques se prêtent entre elles. Ouais. Donc la banque centrale. Mais on n'est plus en temps normal depuis. Mais on n'est plus en temps normal depuis très longtemps, et donc des sommes énormes transitent par la banque centrale. Avec un coût pour les banques commerciales. Avec un coût pour les banques commerciales. Qui est maintenant de 50 points de base. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Ouais. Ça, c'est le coût marginal, donc c'est le taux maximal. Ouais. Ça va monter à 60 points de base. Mais il y a des paliers de façon à réduire le coût de cet excès de liquidité pour les banques. Mais les banques, effectivement, payent. Et du coup, la banque centrale encaisse et se finance avec ces sommes. Mais on connaît la répartition. Maintenant qu'on a expliqué d'où provenaient les sources Alors, de revenus quand même, de la banque. Pour nous ramener à l'histoire, hein, ça ressemble beaucoup au droit de seigneurage, en fait. Parce que il va me le faire, son cours. Mais oui, non, mais parce que c'est pourquoi on utilisait des billets ou des pièces avant? Parce qu'on avait confiance dans ces billets, dans ces pièces. Pourquoi on passe par des banques aujourd'hui? Parce qu'on a confiance. Et pourquoi on a confiance? Parce que par ce système-là, les banques ne peuvent pas faire faillite. Et donc, en fait, le coût de cette sécurité, la Banque centrale le fait payer aux banques et aux consommateurs, enfin aux utilisateurs des banques. Donc, à la fin, c'est vous et nous qui payons, David. La répartition, encore une fois, tout ce qu'on a dit là, toutes les sources, ce que je voulais expliquer aujourd'hui, c'était toutes ces sources de revenus. Comment est-ce qu'on arrive à avoir 6 milliards d'euros, encore une fois, reversés donc, de la Banque de France aux caisses de l'État? Tout ce qu'on expliquait là, ce sont des sources de revenus. On connaît la pondération entre les charges d'intérêt qui sont payées par l'État, qui vont dans les caisses de la Banque de France, qui reviennent après, tout ce qu'on a pu dire, les billets, qu'est-ce qu'on a dit, les réserves excédentaires qui sont taxées, frappées d'un taux de dépôt négatif des banques commerciales. On sait tout ça, la pondération de chacun Ah oui, oui. c'est obscur? Non, c'est pas du tout obscur, la Banque centrale européenne. Alors, ce qui est un peu compliqué, c'est que chaque banque centrale en Europe est elle-même actionnaire de la Banque centrale européenne, qui est celle qui fait une partie des opérations. Une partie des opérations sont faites par les banques centrales en leur compte propre, en quelque sorte, national. La Banque centrale européenne réalise elle-même des profits qui sont redistribués. En plus, elle réalise des profits par les opérations spécifiques. Mais ça passe par la Banque de France après. Et après, donc, ces profits sont reversés à la quote-part du capital de la Banque de France dans le système européen de banque centrale, le SEBC. Et donc, la Banque de France touche une partie de revenus, des profits réalisés par la Banque centrale européenne. Donc, la Banque centrale européenne réalise à peu près 2,5 milliards de profits par an. Donc, la Banque de France en touche une partie. Et puis ensuite, la Banque de France réalise des recettes propres sur un certain nombre de ses activités propres, comme par exemple
une partie de l'émission des billets. Tout ce qu'on a expliqué jusque-là. Tout ce qu'on expliquait. Et plus le fait quand même que la Banque de France a aussi beaucoup de provisions et gère beaucoup d'argent. Donc, il y a une caisse des salariés de la Banque de France qui réalise des opérations financières, qui est en fait un fonds de placement, qui réalise aussi des opérations qui peuvent être... Pour le compte de Pour le compte, alors c'est un peu ambigu, c'est les provisions de la Banque de France qui sont recapitalisées, si vous voulez. Donc ça lui constitue un capital. Son stock d'or, est-ce que ça joue? Il y a alors un stock oui, d'or le à la stock Banque d'or, de bien France. sûr, ça joue. On a vu l'or s'apprécier, monter en flèche sur un an. Donc la relique barbare de Keynes est toujours quelque part dans des coffres de la Banque centrale, ou ailleurs d'ailleurs, enfin bon, c'est un peu C'est fou. une question de valoriser, ça revalorise son stock, ça ne fait pas des rentrées pour Donc autant. l'or, aujourd'hui, ça ne sert pas à grand-chose, parce que l'or n'est pas... Il n'y a pas de convertibilité de l'euro en or. À une époque, les monnaies étaient convertibles en or, donc il fallait pouvoir, quand quelqu'un se présentait à un guichet avec un billet, pouvoir lui convertir ce billet en une certaine quantité d'or. Alors c'est plus le cas pour l'euro, mais les banques ont gardé encore de l'or dans leur caisse. Quand on est dans une période où on a des doutes sur la valeur de la monnaie, une période de déflation, une période de dépréciation. L'or s'apprécie, mais comment l'appréciation de l'or, mécaniquement, a des effets sur la valorisation de ses actifs? Mais ça ne crée pas du revenu pour autant. C'est parce que alors, les banques centrales vendent de l'or. Ah, elles vendent de l'or, et parce que l'or ne sert pas qu'à être dans les coffres des banques centrales. Il y a une demande pour de l'or. Et donc, les banques centrales ont historiquement des quantités d'or assez importantes, et elles réalisent des plus-values sur ce stock d'or. En vendant l'or. Voilà. Alors, c'est un marché qui est assez bien contrôlé, c'est-à-dire qu'elles font en sorte de ne pas tout vendre d'un coup pour que le cours de l'or ne s'effondre, et pouvoir encaisser des plus-values quand elles se présentent. Au fur et à mesure. Mais ça fait partie des revenus qui sont assez notables pour les banques centrales. On se quitte là-dessus, juste, il y a ce nouveau programme d'urgence pandémique, on le sait, de la BCE, 1350 milliards d'euros de prévus. On imagine que ce sera favorable pour les comptes de la Banque de France pour l'année qui vient, puisqu'il y aura plus de rachats d'actifs et de dettes souveraines françaises, donc plus d'intérêts qui vont remonter et donc qui seront versés l'année prochaine, pour le coup, à l'État français. Voilà, alors il faut bien voir quand même que les banques centrales, quand elles font ça, elles prennent quand même un risque, qui est un risque en capital, c'est-à-dire qu'elles achètent des actifs. Le but, c'est de soutenir la valeur de ces actifs, mais si jamais la valeur de ces actifs venait à s'effondrer, ou si vous achetez des actifs qui sont associés à un défaut, une entreprise qui fait faillite et qui ne va pas rembourser, à ce moment-là, vous avez une perte en capital. Et donc, ce risque-là, il est la contrepartie des intérêts que vous recevez. Jusqu'à maintenant, le but des banques centrales, c'est de soutenir l'économie et donc d'empêcher ces faillites de se produire. Donc, c'est des tellement gros acheteurs, en quelque sorte, qu'elles finissent par réduire le risque de défaut sur les titres qu'elles achètent. Mais on peut tout à fait imaginer une situation dans laquelle... ne voyez pas le pire, il est négatif. Non, mais imaginons qu'il y ait un pays qui sorte de la zone euro suite à une crise très grave. Là, il y aurait des pertes considérables pour les banques centrales, avec un cas intéressant qui serait, est-ce que dans ce cas-là, il faut que les États recapitalisent les banques centrales? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça a un sens de les recapitaliser ou pas? Dieu merci, on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Une crise suffit pour l'instant. Bon, en tout cas, merci. Explication. Mais c'est sûr qu'avec ce programme pandémique, le bilan des banques centrales va encore augmenter en Europe, et donc effectivement, tous les revenus associés vont augmenter. Le risque va augmenter, mais les revenus associés vont augmenter. Je rappelle le chiffre, on est quasiment à un quart de la dette publique européenne qui est dans les mains de la Banque centrale européenne. C'est un nouveau record. Ça sera en fin d'année d'ailleurs. Merci beaucoup Xavier. Mais il y a quoi, David, c'est toujours avec un immense plaisir. Pareil, partagé, directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier. Bye.